Bonjour, bienvenue à cette séance de formation et de discussion sur la dépression, donc le patient déprimé et atteint de cancer. Aujourd'hui, on tient d'abord à faire nos remerciements, auprès de plusieurs collaborateurs qui nous ont aidés à construire la formation et l'infirmière, disons la vignette. Donc, les infirmières nous ont beaucoup aidé, les infirmières en santé mentale, de faire construire la vignette clinique qui sera discutée aujourd'hui. Alors, M. Deshôtels, intervenant en soins spirituels, qui va co-animer tantôt notre vignette clinique avec Mme Leboeuf. Mme Renée Massé, infirmière clinicienne en psychiatrie médicale, qui nous avait aussi aidé à construire les éléments aujourd'hui cliniques qui sont enseignés. Mme Boudreau, qui est aussi conseillère en soins spécialisés en psychiatrie à l'époque, nous avait aidé à construire ça. Et Mme Payan, qui nous offre un soutien administratif à chaque semaine. Les compétences visées aujourd'hui par la conférence midi, donc c'est les compétences globales pour l'heure, sont les suivantes. Donc, discuter de la prévalence de la présentation de la dépression en cancérologie, faire un survol des facteurs de risque de la dépression dans cette population-là, ce qui est spécifique à cette population-là, échanger sur des situations cliniques fréquemment rencontrées chez les patients déprimés en oncologie, la façon dont on les rencontre en clinique. Vous comme soignant, vous êtes souvent appelés à recevoir des patients qui expriment, par exemple, des moments de découragement et vous vous demandez s'ils sont déprimés. Et donc, faire la promotion des bonnes pratiques en matière de dépistage et de traitement de la dépression en cancérologie. Ça fait partie d'une comorbidité psychiatrique qui doit faire l'objet d'un dépistage, qu'on utilise ou pas le dépistage de la détresse. On doit de toute façon dépister la dépression. Alors, le plan est le suivant. Donc, on commence avec la capsule pédagogique qui nous donne l'occasion de réviser les lignes directrices. Ensuite, on a la vignette clinique et un temps de discussion, d'échange avec vous pour aussi entendre votre expérience, les préoccupations. Et dans ce temps d'échange-là, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir un patient partenaire qui pourra aussi contribuer de par un témoignage ou, disons, ses réflexions sur le thème d'aujourd'hui. La dépression en oncologie, vous devez savoir que, en guise d'introduction, l'humeur dépressive, c'est le symptôme psychologique le plus fréquent en oncologie. Pourquoi on dit un symptôme psychologique? Parce que si on parlait du symptôme physique, ce ne serait pas, évidemment, la dépression, quoiqu'elle est souvent associée à de la fatigue. Hein? La fatigue étant le symptôme le plus rapporté en oncologie. Par contre, quand on regarde les diagnostics à proprement dit, des diagnostics de santé mentale, ce n'est pas la dépression qui est le plus prévalent, c'est le trouble de l'adaptation, qui est le diagnostic psychiatrique le plus fréquemment retrouvé dans cette population-là cancéreuse. Pourquoi donc devons-nous discuter aujourd'hui avec vous de la dépression de vos patients? 4 raisons. Il pourrait en avoir plus, mais on a choisi de vous en donner 4. Première, elle est très importante, c'est que la dépression demeure encore aujourd'hui, malheureusement, sous-identifiée et sous-traitée par les équipes traitantes en oncologie. Alors, peut-être peu reconnue, et donc les patients sont peu référés à des spécialistes qui peuvent traiter la dépression. Et les médecins réussiront à identifier seulement 30 des patients qui vont présenter une détresse élevée dans les publications récentes. Alors, ça veut dire ça que peut-être que des patients qui présentent des symptômes dépressifs qui mériteraient l'attention d'un spécialiste ou d'un intervenant, d'un professionnel, peuvent rester sans aide ou en silence. La deuxième raison, c'est que la dépression est parfois suridentifiée par les équipes traitantes. Alors, je suis tout à fait consciente que dans cette même diapo, je me contredis totalement, mais les deux phénomènes sont présents dans la population discutée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les réactions psychologiques au diagnostic du cancer peuvent être intenses et transitoires. Et parfois, on va penser que le patient est en dépression parce que ces symptômes-là ou ces réactions psychologiques-là sont très, très impressionnantes, alors que avec l'évolution, cette intensité-là peut s'apaiser et les patients peuvent recourir à leur stratégie d'adaptation et au soutien de leur entourage.
et voir finalement que leur fonctionnement n'en est pas altéré. Le recours aux antidépresseurs par l'équipe d'oncologie est parfois même trop rapide. Donc, on a vu une surutilisation d'antidépresseurs par l'équipe de base, ce qui n'est pas tout à fait le cas une fois que le patient est référé, par contre, c'est paradoxal, mais l'équipe, par exemple, de psychiatrie va en prescrire moins, parfois même, que l'équipe de base. Alors, c'est important aujourd'hui qu'on identifie vraiment quels sont les patients qu'il faudra référer, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler et revenir un peu sur la trajectoire de réponse à la détresse. La troisième raison, c'est que les patients déprimés ont tendance à refuser l'aide psychosociale. Alors, c'est important qu'on en parle aujourd'hui en groupe parce que les professionnels consultants peuvent parfois être dans un rôle seulement comme de conseiller auprès de l'équipe de base, des professionnels de l'équipe de base. J'entends ici les infirmières, les pharmaciens, les nutritionnistes, les médecins, parce que certains patients ne voudront pas être référés à des professionnels de santé mentale, par exemple, ou des professionnels psychosociaux. Et on a certaines données qui sont assez alarmantes, qui ont documenté que dans des populations là, oncologiques, on a jusqu'à 70 des patients qui vont présenter une détresse significative, mais qui vont refuser l'aide ou les références. Alors, ça veut dire que ces compétences-là qu'on discute aujourd'hui doivent être vraiment partagées par tous et qu'on doit trouver ensemble des façons peut-être de rassurer les patients s'ils ont des craintes face aux services proposés ou des croyances, d'arriver à déconstruire et rassurer les patients, déconstruire leurs croyances et rassurer les patients. Quatrième raison, le trouble dépressif majeur constitue une comorbidité qu'on ne peut ignorer dans les soins des patients. Pourquoi? Parce que c'est associé, alors si ça reste sous silence, c'est associé à des conséquences potentiellement néfastes pour la santé du patient et à plusieurs niveaux aussi, au niveau des coûts de santé. Donc, c'est associé à des séjours prolongés à l'hôpital, surtout si c'est présent lors d'une hospitalisation ou dans le moment où précédant une hospitalisation. S'associe à de la détresse physique, donc beaucoup d'inconfort symptomatique, à une pauvre observance au traitement, qui, elle, par conséquent, peut être associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité, une pauvre qualité de vie, ce qui est souvent un des objectifs et une des valeurs des patients qui souhaitent voir préservée dans l'expérience de leur maladie, la qualité de vie. Donc, si on laisse le trouble dépressif sans traitement, ça peut être associé à une détérioration de cette qualité de vie-là. Et, dernière chose, ça peut être associé aussi à une augmentation de voir leur barre AT ou même à des idées suicidaires. Donc, par certains patients, dans des moments de découragement, dans des moments de détresse, alors qu'ils sont en dépression, peuvent avoir des idées suicidaires, mais aussi peuvent avoir le désir de tout laisser tomber ou de demander à l'équipe d'achever leur souffrance. Finalement, donc ça, c'était les 4 raisons. Une autre des raisons, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez prévalent, donc d'assez fréquent chez les patients atteints de cancer. C'est sûr que nos études, elles sont de mieux en mieux construites par rapport à ça, mais elles ne sont pas suffisantes là, pour avoir je dirais, une prévalence très, très précise. On a certaines limitations méthodologiques qui nous empêchent d'avoir quelque chose sans grande variabilité, mais on estime là, en moyenne que ça tourne autour de 15 donc 15-16 des patients cancéreux qui ont une dépression majeure et lorsqu'on va utiliser des seuils diagnostiques plus bas, donc en considérant l'ensemble d'un tableau, par exemple, et en proposant qu'on soit moins spécifique par rapport aux symptômes, aux critères, on peut atteindre jusqu'à 20 ça serait la même prévalence chez les hommes et les femmes. Ça, c'est très important de savoir ça parce que ce n'est pas du tout la même chose dans la population générale. Vous savez que dans la population générale, c'est beaucoup plus élevé pour la femme. Alors, on pense que c'est peut-être un type de dépression qui est différent. Et ça se présenterait davantage chez les patients qui ont des stades avancés et pour certains cancers, les cancers étant souvent le cancer du pancréas, les cancers ORL, le cancer du poumon, et on a de plus en plus d'évidence que la population des cancers digestifs, notamment le digestif haut, serait aussi finalement une population à risque. Ce
qui fait que pour toutes ces raisons-là, et plein d'autres aussi, on va en parler, la dépression en oncologie, ça demeure un défi diagnostique. C'est difficile, pourquoi? C'est difficile de reconnaître la dépression parce que d'abord, c'est parfois difficile en raison de l'intensité de la réaction humaine à un stresseur aussi important que le diagnostic d'une maladie potentiellement mortelle. Donc, c'est difficile de départager qu'est-ce qui va être une réaction psychologique normale, même intense, versus de quelque chose qui va atteindre ce qui est une dépression, donc atteindre l'intensité symptomatique clinique d'une dépression. C'est difficile aussi parce qu'il y a peu de spécificité aux symptômes neurovégétatifs ou physiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous savez, dans la population générale, souvent les gens déprimés vont dire « je suis fatigué, j'ai pas d'appétit ». Donc, et ça, c'est des symptômes qui sont très, très fréquents en oncologie, surtout ceux qui sont en traitement et qui ne sont pas spécifiques à la dépression chez ces patients-là. Alors que pour la dépression, dans la population générale, on les voit apparaître très rapidement. Les troubles du sommeil aussi peuvent être induits même par, comme vous savez, on en a parlé la fois sur le sommeil, peuvent être induits par les traitements oncologiques et donc peuvent venir masquer le tableau. La troisième raison, c'est que parfois, il y a des présentations atypiques sur le plan des cognitions, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui n'ont pas nécessairement ce qu'on va voir dans la dépression classique, des sentiments de culpabilité intense, morbides ou des sentiments d'échec. Ça va être plus associé parfois même à des présentations anxieuses ou qui vont avoir peur de la progression de leur maladie, du devenir, de l'avenir qu'il y a devant eux. Finalement, c'est difficile aussi, c'est un défi diagnostique parce qu'il y a un vaste diagnostic différentiel, puis on va le voir dans la prochaine diapo. Par contre, même si c'est difficile, on vous propose, la littérature est assez claire là-dessus, il y a parfois des questions qui peuvent être très utiles quand les infirmières, par exemple, vont regarder l'outil de dépistage avec les patients ou quand un patient auprès de vous vous parle, vous fait penser qu'il présente peut-être des symptômes dépressifs, vous pouvez lui demander s'il se sent déprimé la plupart du temps au cours des 2 dernières semaines. Si la réponse est oui, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une dépression, mais on peut très certainement le suspecter. Ça demande, comme clinicien, soit de référer à quelqu'un qui va être capable de préciser s'il y a la présence d'une dépression, ou ça demande de votre part un certain temps pour évaluer la possibilité qu'il soit avec ce syndrome. Comment différencier le trouble dépressif versus une réaction de tristesse normale, même si tantôt on disait, bon, c'est difficile de le faire, puis même si c'est quelque chose qui sont des compétences de base, ça demeure, même chez les cliniciens avancés, chez certains patients, quelque chose d'assez complexe à déterminer. Essentiellement, dans le trouble dépressif, on va avoir un patient qui se sent isolé. Chez le patient qui a une tristesse normale, il va être capable de maintenir les liens avec l'autre, maintenir l'intimité. Chez le patient dépressif, il va avoir des sentiments de persistance de son état, l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, que finalement sa situation de souffrance même pourrait perdurer, alors que dans les réactions normales, on va voir des gens qui sont quand même capables d'entrevoir un espoir que les choses aillent mieux. Chez le trouble dépressif, la culpabilité, je le mentionnais, pouvait être excessive, alors que chez les patients qui ont une tristesse normale, bien là, ils peuvent se réjouir avec des bons souvenirs, avoir le sentiment d'une bonne valeur personnelle préservée. Leur état de tristesse ne va pas être persistant, va fluctuer en fonction de leurs pensées reliées au cancer. Ils vont être capables de faire des plans, des projets pour le futur, capables d'avoir du plaisir avec leurs proches ou avec les activités qu'ils aimaient avant. Puis, ils vont avoir, en général, un désir de vivre qui est maintenu. Tandis que pour le patient déprimé, là, on est plus dans des pensées qui vont avoir tendance à être plus comme des ruminations, donc qui font intrusion dans la vie au quotidien, souvent autodépréciatives, où les patients vont s'auto-dénigrer, par exemple, ou être durs envers eux-mêmes. Cet état-là va avoir tendance à être constant
quoique ça peut fluctuer dans une même journée, mais toujours dans le même pattern. Ils vont avoir l'impression d'avoir un sentiment d'impuissance par rapport à leur situation. Puis, souvent, ce qui est très caractéristique, deux choses, une perte d'intérêt dans ce qu'ils aimaient faire auparavant et des idées ou des comportements suicidaires. Et ça, quand on a ça, des idées ou des comportements suicidaires, ça doit vraiment nous laisser croire à la présence d'une dépression. C'est quelque chose qui est très prédictif et dans la population générale, c'est presque toujours lié à un trouble de santé mentale quand quelqu'un a des idées suicidaires. Je le mentionnais plus tôt, donc il y avait un diagnostic différentiel peut être assez vaste chez la population atteinte de cancer. On peut avoir une réaction de tristesse normale, un trouble d'adaptation, un trouble induit par une substance, une fatigue liée au cancer, des troubles neurocognitifs légers qui vont se présenter, par exemple, avec un manque d'initiative. Les gens disent il est déprimé, mais en fait, c'est des troubles neurocognitifs légers, un trouble anxieux, avec des symptômes secondaires dépressifs, hein, donc qui vont se présenter parce que le patient est trop sous tension. La récidive d'un cancer, le patient va dire « je suis très, très, très fatigué, je n'arrive plus à faire mes activités ». Les gens vont dire « ah, ben, c'est peut-être une dépression », mais finalement, c'est la maladie qui s'exprime de cette façon-là sur le plan physique. Une labilité affective secondaire à soit une tumeur cérébrale ou induite par une substance, un délirium, et une maladie bipolaire. Les dépressions, je le mentionnais un peu plus tôt, peuvent être aussi très liées à la condition physique. Elles peuvent être induites par des substances. Vous verrez très souvent des patients qui ont du décadron, donc tous les agents corticoïdes qui peuvent induire vraiment un syndrome dépressif. Vous verrez aussi certaines affectations médicales se présenter par des symptômes dépressifs. On a notamment, je le mentionnais tantôt, le cancer du pancréas, aussi des dysthyroïdies, donc des problèmes de thyroïde et hormonales, et des variations toxicométaboliques incluant des variations glycémiques. On a couvert ce sujet-là sur les idées suicidaires lors d'une autre conférence midi, mais je voulais quand même qu'on garde en tête, puis que ça valait la peine de revenir sur le fait que les patients peuvent tenir sous silence leurs idées suicidaires. Hein. Ça, c'est un comportement assez fréquent dans la population générale, par crainte d'être jugé, par crainte de déranger le professionnel s'il en parle, le professionnel qui a l'air occupé, qui a une grosse clinique, qui le répète aux patients. Mais par contre, c'est important, une fois que le patient en ouvre, c'est important de considérer qu'il est possiblement en dépression majeure parce que c'est hautement corrélé dans les études cliniques avec un trouble dépressif. Comment intervenir? Bien là, ça ne fait pas partie de l'ensemble de la conférence midi, de la capsule pédagogique, mais essentiellement, la première chose, étant donné que c'est difficile, qu'il y a un diagnostic, qu'il y a un défi diagnostique, vous comprenez bien que la première chose à faire, c'est de bien évaluer, de valider la souffrance, de proposer aux patients qu'on va donner une attention toute particulière à ce qu'il nous confie aujourd'hui dans ses symptômes, ses difficultés, sa souffrance, de questionner les antécédents psychiatriques parce que c'est une population doublement à risque. S'il a un cancer et des antécédents psychiatriques, vous aviez vu en suicide, on peut avoir des augmentations de risques relatifs jusqu'à 20 fois. Donc, c'est la même chose pour la dépression. Quand on a eu un épisode antérieur, notre risque d'en avoir un subséquent est assez élevé. Et d'éliminer les causes organiques, donc surtout pour les équipes de base, et la possibilité qu'une substance, un médicament, contribue à ces symptômes-là. La deuxième chose, bien, il faut stratifier nos interventions, c'est-à-dire qu'il faut, selon ce que le patient nous présente, selon ses difficultés, selon sa complexité, le référer au bon intervenant dans le bon ordre. On vous a proposé ici donc des rôles que l'équipe traitante peut jouer. La vignette clinique, tantôt, va reprendre ces éléments-là. Les intervenants psychosociaux qui peuvent, dans votre équipe interdisciplinaire, proposer un traitement, du soutien, et l'évaluation des spécialistes en santé mentale qui peuvent offrir d'abord de la psychothérapie, mais aussi évaluer la pertinence d'une pharmacothérapie, donc pour toute
pour tout symptôme dépressif modéré à sévère, il faudrait référer le patient d'emblée en psychiatrie pour évaluer la pharmacothérapie. Et aussi donner accès à toutes les approches combinées qui peuvent impliquer d'autres partenaires de soins et qui peuvent améliorer la qualité de vie du patient qui présente à la fois un cancer et une dépression. Donc, stratifier, ça veut dire intervenir selon la sévérité des symptômes. On a léger ou subclinique où l'équipe traitante peut jouer un rôle très important, mais où une psychothérapie peut aussi être aidante. Pour les symptômes modérés à sévères, et ça nous prend toujours une référence en psychiatrie et considérer donc tout intervenant qui est habilité à faire de la psychothérapie en fonction là, de la loi 21. La pharmacothérapie, bien, les antidépresseurs, vous devez savoir qu'ils sont fréquemment utilisés pour les épisodes dépressifs. Ils sont efficaces et sécuritaires en oncologie. Pour les patients en maladie terminale, on va parfois utiliser d'autres médicaments que les antidépresseurs. Les psychostimulants peuvent aider, par exemple le Ritalin, méthylphénidate. Et les antidépresseurs sont prescrits en général dans les 3 premiers mois du diagnostic, mais peuvent être aussi souvent arrêtés. Alors, l'important, c'est vraiment de demander à un spécialiste est-ce que c'est pertinent à ce point-ci ou pas, ou est-ce qu'on peut se permettre de suivre le patient puis voir comment il s'adaptera à sa situation. Alors, les normes de pratique, je vais terminer avec ça. Donc, les normes de pratique, donc les lignes directrices de CAPO qui sont en vigueur depuis 2010 puis qui ont été révisées en 2015, révèlent qu'effectivement, on doit toujours faire un diagnostic en fonction des critères du DSM lorsqu'un patient présente des symptômes dépressifs. Puis, on doit avoir accès à de la pharmacothérapie, même si, idéalement, il faut combiner les approches pharmacologiques et non pharmacologiques parce que dans la dépression, c'est ce qui a donné de meilleurs résultats. Donc, vous pouvez consulter vous-même là, les lignes directrices de CAPO 2015 qui ont été publiées en juillet 2015, d'abord en anglais, mais qui ont été traduites par la suite. C'est nouveau maintenant. La seule nouveauté, je dirais, assez significative, c'est qu'effectivement, en dépression modérée sévère, d'emblée, il faut référer donc pour l'instauration puis l'évaluation pour une pharmacothérapie. Alors, dès qu'au dépistage, votre patient va avoir un score de 4 ou 6 avec la dépression à l'ESAS, à votre outil de dépistage, il faudra le référer en psychiatrie. Justement, alors quand est-ce qu'il est pertinent de demander l'avis d'un psychiatre? Bien, c'est lorsque les symptômes dépressifs vont altérer le fonctionnement du patient, donner une souffrance significative, compromettre le traitement oncologique, lorsqu'ils vont venir dans un contexte où le patient présente des antécédents psychiatriques, quand l'intensité est modérée à sévère, quand c'est associé à des idées suicidaires, parce que justement, ça signe très souvent que l'intensité s'approche d'une intensité sévère et où une médication peut être pertinente. Puis quand ils peuvent être aussi induits par une médication, parce que dans ces situations-là, très souvent, c'est la pharmacothérapie, étant donné que c'est très, très biologique comme présentation, qui va nous permettre de réduire les symptômes dépressifs. On a là tous les patients qui prennent de la médication pour des raisons hormonales dans le cadre de leur cancer. Ils sont très souvent pris avec des symptômes dépressifs, même s'il n'y a pas eu nécessairement de contexte psychologique qui précipite cet épisode-là. Et lorsqu'on a atteint un plateau, malgré des essais répétés ou prolongés de pharmacothérapie, mais là, il faut se demander d'un point de vue diagnostique, est-ce qu'il y a une autre condition qui complique le traitement de la dépression? Puis est-ce que le diagnostic est le même? Est-ce qu'il est le bon?